Napoléon, comme Jomar, comme Sev Pacha, donc Soliman Pacha français, oui, comme on l'appelle en Égypte. On comptait beaucoup sur Champollion. C'était des gens qui sont venus avec du savoir et qui voulaient faire quelque chose pour cette civilisation qu'ils le trouvaient fascinante, et ça c'est vrai. Et on parle toujours en Égypte de l'égyptomanie, etc. Euh, ça a engendré une tradition, même pour. C'était une langue. Dans le monde, ça s'appelait une langue diplomatique, la langue française, mais dans l'Égypte, c'était une langue, si vous voulez, intermédiaire entre l'italien, l'anglais et l'arabe. Et en plus, donc les Arméniens, toutes les minorités qui ont participé à l'émancipation de l'Égypte à l'époque de Mohamed Ali et ses successeurs, ils ont utilisé le français comme langue, en opposition aussi comme langue de résistance contre l'occupation anglaise en Égypte. Ouais, depuis l'hégémonie économique et libérale anglo-saxonne, Ouais, on a senti quand même le déclin de la langue française au profit de la langue anglaise qui est devenue la langue internationale pour le ouais, mais je commerce, ne parle pas l'argent. de déclin. Si vous voulez, la linguistique, c'est quelque chose de très important pour toute nation. Même. Et si vous voulez, en Égypte, ce qu'il faut parler là, actuellement, en ce moment, c'est le déclin de la langue arabe. C'est ça que je trouve inacceptable. C'est pas le déclin d'une langue étrangère, même avec tout le respect pour les francophones et les francophiles. C'est ça le problème, si vous voulez. Moi, par exemple, mes études universitaires, je les fais en lettres espagnoles. J'ai appris l'espagnol comme langue. Donc, c'est essayer de comprendre à travers la langue une culture, c'est ça ce qui est important. Ce qui est mauvais et qu'on vit actuellement si vous voulez, la domination de la langue, on va dire américaine, parce que c'est pas anglaise, c'est pas représentatif de l'Angleterre ou de l'Empire britannique, si vous voulez, ou de l'anglais britannique, si vous voulez. C'est une représentation d'une culture assez rapide, assez directe, c'est une culture économique avec des codes et une façon de voir le monde très pragmatique, mais très, si vous voulez, méchante, pas méchante dans le sens méchante ou parce qu'il n'y a pas, de la place pour les sentiments, il n'y a pas de place pour, il n'y a pas de temps à perdre, il faut faire, c'est une langue, si vous voulez, de deal, no deal, etc. C'est un jeu des médias, de quelque chose, d'une civilisation qui, au fond, qui n'a pas de pieds, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment à part c'est mon impression. Rentrant dans le vif du sujet, Amr, si tu le veux bien, le métier de journalisme, tout d'abord, comment est-ce que tu es rentré dans ce métier? Si vous voulez, mais dans le bon sens du terme, moi j'ai eu la chance, comme j'ai dit précédemment, que et j'ai resté à vivre mon père. Je suis né en 74 et mon père en 78, 19, 80, 81, il était le bâtonnier de la presse. Je passais des heures et des heures au syndicat et en face de son bureau, il y avait les archives, etc., et toute la presse égyptienne. Donc je regardais les livres pour enfants au départ, et puis je regardais les photos dans les gros volumes etc. Je regardais attentivement, même si je ne pouvais pas lire tout, j'adorais par exemple les caricatures et les dessins des gens comme Salah Jahin, de la Bed, etc. C'était une belle quelque chose. Et puis extraordinaire pour moi.
israélo-palestinien. Donc c'était en 78, de 79. Donc les journalistes, ils discutaient ensemble et débattaient avec toute élégance, tout respect. C'était magnifique, j'ai vu de cela. C'était un exemple à donner à beaucoup de générations, mais c'était quelque chose de un peu, c'était pour moi un gamin, que c'était comme un rêve. J'ai vécu ça et j'ai aimé et j'ai décidé à cette époque de devenir journaliste. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais, si vous voulez, continuer le chemin de mes parents, avec la lecture qu'avait mon père du journalisme, donc un journalisme libre, totalement libre, qui a comme référence la loi française de 1881, si vous voulez, chaque individu, c'est quelque chose qui provient de la Révolution française, donc chaque individu a le droit de s'exprimer, de lire, d'écrire, de dire ce qu'il veut, sans aucun limite ni contrainte à la liberté. La seule contrainte, c'est de ne pas ni inciter à la haine, ni diffamer quelqu'un sans preuve et dire des rumeurs, etc. Donc, mon père m'a appris, par exemple, que la définition de journaliste, c'est quelqu'un de libre qui a un avis, qui a une position dans la société. Parlons de liberté d'expression, puisque c'était de ça dont je voulais parler avec toi depuis le début. Alors, liberté d'expression, tout d'abord, sous l'Ancien Régime, comment ça se passait? La révolution de janvier, la liberté de la presse, elle souffre toujours. Parce que, face à un régime, parce que, si vous voulez, c'est pour cela peut-être que j'ai choisi de travailler dans un médium, si vous voulez, en langue étrangère, où vous puissiez dire ce que vous avez sur le cœur sans jamais être inquiété parce que c'est justement ça que je voudrais préciser. Oui. Non, mais je voudrais ça parce que juste préciser ça. La presse en langue étrangère en Égypte, quand même, on va dire jouit de plus de liberté que les autres. Plus de liberté à cause de deux choses. La première, vous vous adressez à un public un peu différent. Et deuxième chose, et ce qui est plus important, que vous n'allez pas être inquiété pour des crimes de lèse-majesté ou des trucs comme ça, mais vous allez direct. Mais la presse écrite égyptienne, ils ont une tradition dans les journaux, par exemple l'opposition, j'ai connu l'Aheli et l'Ouafd, El Shab depuis à l'époque d'Ibrahim Chokri, etc. Et c'était des journaux, on disait des choses, on disait tout franchement, un grand désaccord, et même ils allaient jusqu'au ce qu'il fait aujourd'hui Bassem Youssef à la télé. C'est la même chose, c'est une autre façon de le dire, mais avec des mots. Mais des fois, vous étiez inquiété. Bon, je me souviens que durant le mandat de mon père, en étant bâtonnier de la presse, ils allaient pour représenter, pour discuter, pour faire sortir des journalistes, pour des trucs. Il a eu plein de conflits avec le pouvoir. Par exemple, l'idée de mettre quelqu'un en prison parce qu'il a écrit un article en attendant qu'il soit jugé, ça c'est illogique puisque le journaliste, il signe, donc il se déclare, il ne peut pas nier que c'est lui, donc ça n'a aucun sens de le mettre en prison, par exemple, de le mettre en garde à vue jusqu'à cela, donc jusqu'à son apparition devant le juge. Ça, c'est une action dictatoriale qui est un peu, qui pas un peu, c'est de n'importe quoi. Et le régime de Moubarak, il a insisté à faire un grand débat pour
pour ce type d'emprisonnement, et ça existe toujours, malheureusement. Et ce qui n'a pas de Déjà sens, sous l'époque de Moubarak, parce qu'un journaliste, il est déjà membre du syndicat, il travaille dans un journal, il ne peut pas fuir. Oui. Et ce n'est pas une question de fuir ou pas, il ne peut pas dire que ce n'est pas le même. Ouais. Le juge, normalement, il est dans un contexte normal, Ouais. il fait ce genre de procédure pour éviter que cet individu change comment dire, les preuves. Oui. Et les preuves, c'était édité, c'était publié dans un journal et c'est déjà passé. Et le texte, il est là. Donc, il ne peut pas changer. Aucune échappatoire. Mais quand même, il ne peut pas changer les preuves. Ouais, Donc, la raison d'être de ce type Ouais. d'enfermement ou d'emprisonnement ou de garde à vue n'existe pas. Le rôle d'un journaliste, c'est de couvrir, d'être le miroir de la société face à le lecteur. Je parle de la presse écrite. Maintenant, c'est la même chose, mais à travers la télé, parce que les médias, en France par exemple, on dit des journalistes de la télé, c'est des journalistes comme les journalistes de la presse écrite. Et les deux, c'est la même chose, ça reste au fond le même métier et le même travail. Mais vous ne pouvez pas imposer un silence de servitude, si vous voulez. Il a très bien expliqué, par exemple, Michel Foucault à ce niveau, parce que c'est le seul moyen d'imposer un dire vrai par un pouvoir, et il y a personne d'autre qui peut dire aucun autre mot, c'est d'imposer un silence de servitude sur un modèle soviétique. Et ça, depuis les années 80, avec la modernisation, avec l'école de Palo Alto, les cybernétiques et tout ça, et l'évolution des modèles technologiques des ordinateurs et même maintenant des téléphones portables, des téléphones intelligents, etc. Tout ce mode de développement, c'est impossible d'imposer un silence de servitude sur une population. Et c'est pour cela il y a eu la révolution à travers les médias, et les médias comme Facebook, etc., Twitter qui est venu après, etc. Donc c'est un modèle. Le problème de l'époque de Moubarak, qu'ils essayaient d'imposer un modèle qui date des années 60 dans un monde qui n'arrête pas de marcher. Qui est en marche, et le train il est déjà parti. Et ils n'en ont pas tenu compte. Ils ne s'en ont pas tenu compte, et même ils voulaient imposer tout le temps de mettre des modèles de journalistes comme, je ne sais pas, Brahim Issa, etc., pour le mettre en prison, etc., qui n'avaient pas de sens, de mettre même des chefs des partis comme Ayman Mamnoun en prison pour des falsifications, etc., créer toujours des histoires pour salir les politiques. Ça, c'est un peu bas, hein, si vous voulez. Amr Zouheri, tu es journaliste à l'Aram Hebdo. Merci d'avoir été notre compagnie aujourd'hui. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.